l'époque, bon, tu sais, quand tu es naïf, tu comprends pas les choses, tu n'as pas le même aspect qu'aujourd'hui avec le recul. Nous, on est instrumentalisés sans s'en rendre compte. Et si tu veux, c'est mon premier contact avec SOS, c'était avec Harlem dans les années 90. Puis il y a eu, moi j'ai appartenu au comité de soutien à la coordination nationale pour Malek Ousekine. Là aussi, un crime avec les voltigeurs, avec les policiers du SAC. Donc si tu veux, on a été pas mal influencé par des éléments et des événements. Et j'ai perdu, moi à titre personnel, j'ai perdu 3 potes flingués par des colleurs du front et ses amis intimes, Mohamed à Croix-Rouge et tout. Donc j'ai une relation particulièrement tendue avec ces choses. Et si tu veux, moi quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai été approché par une association qui s'appelait le Boulevard des Potes, qui était affiliée à la Fédération des Potes. Et c'est là que j'ai rencontré les responsables d'SOS Racisme. Et pourquoi je veux en parler? Parce que on me parle beaucoup de choses un peu avec des côtés tabous, tu vois. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut raconter. Moi, je vais raconter quelques anecdotes qui m'ont un peu perturbé. Si tu veux, c'est que nous, on avait une façon de traiter les événements qui parfois nous poussait à l'interrogation. Exemple, dès qu'il y avait un black ou un arabe qui était victime d'une insulte raciale, d'une agression, des fois pas forcément un truc raciste, hein, tu sais, il a fait une connerie, il s'est fait tabasser, bon. Et là, on avait des directives du national, il fallait impérativement traiter l'affaire, c'était le racisme et tout. Puis moi, je me rappelle de 2 cas qui sont bien précis. Dans le gars s'appelait Jean-Pierre. Un couple de Français de souche qui se promenaient dans la rue se sont fait agresser, tu vois. Il y avait une bande de racailles de quartier. Et ils se sont adressés à nous. Donc moi, j'étais dans l'association, ils se sont adressés à nous. Et à un moment donné, ils ont fait part de ce qu'ils avaient subi. Alors, sale français, sale guerre, on va vous défoncer. Pendant que le mari se faisait tabasser, la femme, elle se faisait insulter. Sale blanche, va faire ça ta race, tu vois. Et c'était vraiment du racisme pur, quoi. C'était en même temps qu'on tabasse le mari, la blanche, on te salit et tout. Donc, ils se sont adressés avec nous. Et lorsque le national a été informé, ils ont fait une directive. Ils nous ont dit, les gars, ça, c'est de l'ordre du droit commun. C'est de la délinquance sur la voie publique, ils se sont fait agresser, laissez tomber cette affaire. Nous, ça nous a choqués parce que, si tu veux, pour nous, on n'a pas hiérarchisé le racisme, quoi. Dès lors que tu es victime d'une intolérance, tu rentres dans le cadre d'SOS. Et puis une deuxième affaire, c'était là, pareil, un homme donc, qui sortait de boîte et qui a eu, pareil, lui par contre, ils lui ont mis un coup de balafre. Ils l'ont insulté de tous les noms, donc il avait été blessé au visage, et il s'adressait à SOS Racisme à l'époque. Et pareil, dès qu'on est monté au créneau, on nous a dit, s'il vous plaît, parlez pas de cette affaire. Bon. Alors, on s'est posé quand même beaucoup de questions, on s'est dit, attends, il y a un système racial, il y a des races qui sont reconnues, d'ailleurs la Constitution, comme le droit international dit incitation à la haine raciale, donc on sait qu'il y a des races, mais apparemment pour SOS Racisme, il y a les races asiatiques, africaines, eurasiennes, mais il n'y a pas la race blanche, quoi. C'est particulier. Si tu veux, ça nous a un peu, au début, dans les premiers temps, ça nous a un peu percuté, et ça nous a froissé. Et puis après, alors là, ça a été le summum, c'était... après, ils cataloguaient, tu vois. Si je me rappelle, moi, je suis intervenu personnellement à Arcachon pour un jeune qui s'est fait tabasser dans le commissariat, qui est décédé à la suite des blessures. Et c'était médiatique, donc on m'a donné le budget, je vais à Arcachon, puis vas-y, on commence à monter l'affaire en épingle dans la presse, et puis après, il y avait des petites affaires de racisme du quotidien. Ah, et puis là, c'était pas intéressant. Est-ce qu'il y avait un côté médiatique? Est-ce que ça pouvait faire parler dans la presse? Et à un moment donné, on nous a demandé de trier aussi le problème raciste. Tu vois, un noir qui se fait insulter de bamboula négro, si c'était pas, par exemple, par un fonctionnaire, c'est pas intéressant. Ah, si c'est un badaud dans la rue, il y a un petit accrochage, le mec lui dit sale négro, bougnoule, eh ben c'était pas intéressant pour SOS. Donc on est resté vraiment dans un truc médiatique. Et si tu veux, ça, c'est pas acceptable. Je crois qu'il faut, à un moment où on est tous égaux devant l'intolérance, où on ne l'est pas.
Tu vois, on ne peut pas dire toi tu es blanc, alors tu as le droit de te faire insulter de sale blanc. Toi tu es noir, tu n'as pas le droit de te faire insulter de sale noir. Je crois qu'il y a une équité, il fallait la préserver. Moi je l'ai connu à SOS parce que j'ai eu un poste assez quand même influent en Gironde. Et j'ai vu ça, quoi. Je l'ai vécu, je l'ai pratiqué. À mes dépens, parce que tu sais, nous on n'avait pas cette conscience, on n'était pas éveillés. Et un autre fait qui nous a... Alors là c'est un peu mon parcours. C'est que c'était une plateforme de recrutement. Parce que c'est de là qu'on allait à l'UNFID ou bien on allait au MJS, donc au Mouvement des Jeunes Socialistes. Et tous les cadres, tous les responsables, c'était des mecs du PS. Et forcément, quand tu évolues à SOS, tu finis par évoluer au MJS, ce qui a été mon cas pendant 3 ans. Et je suis resté 10 ans à la fédération du Parti Socialiste en Gironde. Oui, à Gironde. Et ce qui est rigolo, c'est que de l'extérieur, tu penses que c'est une association tu vois, qui voue ses actions, ses engagements, la lutte contre le racisme, et puis tu te rends compte que c'est du pipeau. Tu vois, parce que nous, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'emplois, et j'allais dire fictifs. Tu vois, si tu veux, même un SOS Racisme avec le long terme, c'est devenu une espèce de lieu où si on n'arrive pas à caser les gens au PS ou sur une liste électorale, on leur propose un emploi à SOS Racisme. Et au fur et à mesure, ça s'est vachement bureaucratisé et c'est devenu voilà, un lieu de... Tu sais pas quoi faire d'un gars, tu le mets à SOS. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que à un moment donné, les gens qui viennent, ils viennent pour le taf, donc ils viennent plus pour la cause. Donc c'est plus idéologique. Ce qui, toi, t'a motivé pendant des années à dire, voilà, moi j'ai vécu du racisme à Reims, je l'ai connu aussi à Bordeaux. Et si tu veux, j'ai l'impression que on n'est plus dans cette lutte antiraciste. Et il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que SOS Racisme a connu 2 purges. Et les 2 purges, elles sont liées à la Palestine. Parce que tu avais beaucoup de militants pro-palestiniens. Et ça a été honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des vrais militants de gauche, des mecs qui étaient engagés, qui étaient pour la paix, qui n'étaient pas du tout anti-sionistes, mais qui étaient pour la paix en Palestine. Et on les liquidait. Donc on a eu une première purge où on a viré tout ce qui parlait pro-palestinien. Et puis il y en a eu une deuxième, tu vois. Et maintenant aujourd'hui avec SOS Racisme, alors c'est rigolo quand il y a un comique qui vient écrire un livre qui s'appelle Le sionisme expliqué à mes potes. Tu vois, tu es patron de l'Union juive, des étudiants juifs de France, et tu viens comme ça, et puis tu racontes, mais non, nous le sionisme, ok. Non, honnêtement, on s'en fout de ton sionisme. Moi, mon sionisme, ça fait depuis 52 ans, je l'observe en Palestine, le sionisme, je sais ce que c'est. Mais qu'à un moment donné, on a viré des militants des SOS Racisme parce qu'ils pensaient qu'il fallait la paix et qui n'étaient pas dans une logique de confrontation avec le sionisme, mais qui étaient dans une logique de paix, qui reconnaissaient l'existence de 2 États viables, qui vivaient en sécurité, avec le respect. On les a liquidés. À SOS, tu as 2 racismes qu'on ne peut pas condamner. Qu'un juif, il insulte une autre race, tu ne trouveras jamais un procès. D'ailleurs, même Saïd, ce vigile qui a été jeté dans une rivière, qui est décédé, au jour d'aujourd'hui, il est considéré comme une victime d'une petite rixe entre des vigiles, alors qu'il y a plein de témoignages où les gens ils disent il y avait 5 personnes de confession israélite qui l'insultaient de sale bougnoul, qui disaient vive Israël, et on a eu des perquisitions dans les domiciles de ces gens, et on a trouvé des panoplies, des choses qui sont liées à Israël, à certains mêmes groupuscules. Ils n'ont pas été mis en examen pour incitation à la haine raciale. L'affaire de Zemmour, la LICRA n'est pas allée jusqu'au bout, SOS non plus. Ah, ils ont protesté. Après, ils ont fait une lettre. Arrête tes conneries. Il ne faut pas récidiver. C'est pas bien ce que tu as fait. Donc, il y a un racisme que tu n'as pas le droit de condamner. Et puis, il y a le deuxième, c'est celui du racisme anti-blanc. Alors, lui aussi, voilà. Aujourd'hui, à SOS Racisme, tu es noir, tu es asiatique, tu es arabe, tu es une femme maghrébine, hein, ou black. Tu es victime de discrimination. Viens. Voilà, nous, tu nous intéresses. Maintenant, tu es victime d'un patron juif ou d'une bande de racailles qui te dit... Parce que moi, je l'ai entendu, hein, j'étais même témoin de scène. J'ai vu des gens dire à des Français de souche, leur dire, mais casse-toi, nous, pendant 130 ans, vous nous avez colonisés, maintenant, on est là pour vous emmerder et tout. Et ça se lâche, ouais, espèce de sale blanc. Ouais. Tu vois, et
Et ces gens, ils sont venus. Moi, je pense surtout à ce mec, là, Jean-Pierre. Le mec, il a pris une balafre. Il a pris un coup de couteau. Et les mecs, ils se sont acharnés sur lui, l'ont tabassé. Et lui, il est venu pensant naïvement qu'à SOS Racisme, ben, on allait prendre en compte ses souffrances, ses douleurs. Bah, nous, on a reçu une directive de Paris, on a dit non, laissez tomber. Donc, il y a un racisme qui est beau à traiter et un autre qui n'est pas beau à traiter. Il y a un racisme médiatique qu'il faut mettre en avant et un autre qu'il ne faut pas mettre en avant. Et maintenant, SOS Racisme, moi, j'espère, d'ailleurs, ils ont été épinglés par la Cour des comptes plusieurs fois, et j'espère franchement qu'un jour, il y aura un audit sur cette association. Ah, c'est une caisse de résonance du Parti Socialiste, tout le monde le sait, c'est Mitterrand en 84 qui a créé SOS, mais au jour d'aujourd'hui, tu sais, j'ai même des cas de gens, ils ont placé leur maîtresse, quoi. L'autre, il a placé sa cousine, l'autre, sa nièce, l'autre, son neveu. C'est un peu comme dans les services municipaux, aujourd'hui, on place la famille, tu vois. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils m'ont interpellé sur ils ne comprenaient pas ce processus, tu vois, tu viens, j'allais dire de la gauche-gauche, tu arrives même à appeler aujourd'hui pour le Front National. Moi, je le dis simplement parce que la lutte anti-racisme, elle crée de la discrimination. Tu vois, dans ta religion, par exemple, moi je suis musulman, d'autres sont catholiques, d'autres sont judaïques, et les religions, elles sont universalistes. Ouais, alors on ne connaît pas les frontières humaines, on dit qu'on est tous adamiques. Tu vois, il y a Adam et Ève, il y a une descendance, bah, nous on est adamiques. Donc déjà la religion, elle ne met pas les jalons du racisme. Et la République, dans son concept d'indivisibilité, elle dit quoi? Elle est une et indivisible. Sauf qu'à SOS Racisme, le triptyque des SOS, c'est quoi? Black, blanc, beurre. C'est que forcément tu as catalogué les personnes par rapport à leurs origines. Ce que la République, elle interdit. Donc eux, ils participent à créer cette scission dans la communauté nationale. Parce que la communauté nationale, elle est une indivisible. Et ce triptyque-là, Black, blanc, beurre, elle a été travaillé. Et aujourd'hui, quand tu viens voir des jeunes qui s'en sortent pas, qui sont victimes, parce que c'est des réalités françaises, de la précarité, de la discrimination au travail, le plafond de verre, c'est une vérité, c'est une réalité française. Mais que quand toi, en tant qu'association, tu viens et tu jettes de l'huile sur le feu, mais oui, vous êtes les mal-aimés, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut voir les discours qu'on a tenus à des gars qui étaient malheureux, tu vois. Et on n'a fait que rajouter du malheur à leur malheur. Et si tu veux, à un moment donné, je crois que des associations comme le CRIF, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, le CRAN, des associations noires, tout ça, ça a été mis en place uniquement avec un seul objectif, à diviser la communauté nationale. SOS Racisme, c'est un des bras armés de ce travail. Voilà, c'est un objectif qui est mis en place. Parce qu'à un moment donné, soit tu es français, soit tu n'es pas français. Ça, c'est un choix qui est donné à chacun, on a libre arbitre. Mais à un moment donné, si tu ne te sens pas français, il faut que tu sois cohérent avec tes pensées et tes convictions. Dans la société française, on est traversé par des courants identitaires, mais identitaires dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, tu les trouveras chez les Arabes, comme chez pas les Arabes, chez des Blacks. Aujourd'hui, il y a des Black Power, il y a des Arabes Power, il y a des Juifs Power. Voilà, tu as plein de mosaïques comme ça, de groupuscules qui revendiquent une identité et au détriment des autres. Ah, la République française, c'est comme la laïcité, elle crée un équilibre, une équité. Personne n'est prédominant par rapport aux autres. Voilà, la France, c'est ça. Si tu n'as pas accepté ce concept, il faut que tu rentres chez toi, tu retournes où tu viens. Moi, j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait, c'était un courant qu'on avait monté il y a 15 ans au PS, qui s'appelait Ordre et Progrès. C'était inspiré de la devise qu'il y a sur le drapeau brésilien, Ordre et Progrès. Et il y a 15 ans, on avait jeté les bases de certains argumentaires qui parlaient de l'immigration et de la sécurité. Et si tu veux, on s'est fait torpiller, tu vois, on s'est fait laminer, parce qu'on était, à l'époque, c'était Mélenchon, Julien Drey qui avait créé le courant gauche socialiste, et ils étaient devenus majoritaires. Alors, tu vois, tu avais Julien Drey qui, je me rappelle d'un procès en particulier, où j'ai eu d'ailleurs plein de clashs à la Fédération socialiste avec des gens de la gauche socialiste sur ça, où Julien Drey à un moment il était exalté, il disait comment les pauvres, donc il y avait, je me rappelle d'un cas, c'était des jeunes qui s'étaient acharnés sur une vieille dame pour son sac à main, et le mec il a réussi à trouver des excuses en disant oui mais ils vivent dans un contexte de discrimination, ils ont eu plein de difficultés, comprenez leur vie, ils vivent dans une banlieue, et il trouvait des excuses.
Et nous, on appartenait à un courant au sein du PS, on ne trouvait aucune excuse. Même en cherchant avec la plus grande, la meilleure des volontés, on ne trouvait pas d'excuses à ces gens-là. Et si tu veux, à un moment, il y a eu un clash au Parti Socialiste, où tous ceux qui commençaient à parler de sécurité d'immigration, et là c'est la deuxième pure. La première, c'était avec tous les gens d'SOS qui étaient pro-palestiniens, au MJS, au PS, on les a liquidés. Et dès qu'on commence à parler d'immigration, de sécurité, on était liquidés. Parce qu'on touchait à leur fonds de commerce. Voilà. Aujourd'hui, les socialistes, on n'a rien à foutre des immigrés qui galèrent, qui vivent dans la misère, c'est même pas leur problème. D'ailleurs, si tu trouves un socialiste qui vit dans une banlieue, ils sont tous avec des villas, ils vivent tous en dehors de Marseille. Donc moi je crois que le devoir d'exemplarité, c'est de dire que quand on défend le quartier populaire, on vit dans le quartier populaire. Ah, on n'a pas une villa à 50 km de Marseille, on part le matin et on revient le soir. Ah, tu es un combattant du social, tu restes avec les gens que tu défends. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans des pratiques politiques, politiciennes, élitistes, arrogantes, ils sont orgueilleux. Et je crois que le Parti socialiste, à un moment donné, il était confronté à des exaspérations de la base. Il y a plein de gens qui disent oui, il y a un problème d'immigration. Ah, on n'a pas besoin de faire du racisme, mais il y a un problème d'immigration. On n'a pas besoin d'être pour le tout sécuritaire ou le tout totalitaire, mais il y avait un problème de sécurité. Et là, tous ceux qui étaient sur cette ligne-là, ils ont été liquidés. Voilà. Et à SOS aujourd'hui, ben, on a quoi? On n'a que des charlatans comme Malek Bouti, qui il fait une tribune dans Le Monde Libération. Il dit: j'ai jamais vu autant de racisme au Parti Socialiste, un parti où il y a beaucoup de racistes. Et puis pour calmer le jeu, on offre un poste à sa femme dans un conseil général. Voilà. Voilà, ces pratiques-là, elles ont tué la France. Voilà. Et aujourd'hui, l'antiracisme, il crée le plus grand racisme en France. Voilà. Tu ne peux pas arriver à créer des distinctions entre les citoyens en disant toi tu es black, toi tu es blanc, toi tu es bleu. Et de l'autre côté, te revendiquer de la République, elle qui dit on est indivisible. Voilà. La République, elle met des jalons, elle pose des repères. Elle dit voilà, la loi, la société civile, il y a des règles de vie en communauté, le respect des lois, le respect des gens, le respect des institutions. Voilà. Tu es dans cette démarche, tu es un citoyen. Voilà. Elle ne te dit pas parce que tu es black, pour nous tu ne peux pas être citoyen, ou elle va te dire tu es arabe, tu ne peux pas être citoyen. Tu es citoyen dès lors où tu acceptes certaines conditions, certaines contraintes. Voilà. Et en particulier, j'ai été aussi interpellé pas mal par des gens sur Internet qui me disaient qu'est-ce que tu penses des racines chrétiennes de la France? Ben, je ne les remets pas en cause. Pourquoi je les remettrais? Est-ce que j'ai la capacité aujourd'hui d'effacer l'histoire de France? Je vais aller dans tous les manuels scolaires. Je laisse ça à d'autres, hein, parce qu'il y en a qui excellent en ce moment à vouloir modifier les manuels scolaires. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des racines chrétiennes, oui, alors. Où est le mal? C'est l'histoire de France, c'est la gloire de France, une France glorieuse. Moi, contrairement à d'autres qui disent défendre la culture française avec des apéros saucissons pinard, moi je relègue pas la belle histoire de France avec du cochon et du pinard devant les mosquées. C'est pas du tout ma même conception de l'histoire. La France, elle a une histoire riche, glorieuse, grande. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, à la tête de ce pays, on a des charlatans, des imposteurs, des affabulateurs, qui fait que le pays il est devenu le plus dégradant, l'image la plus dégradante de la France aujourd'hui. On l'a jamais connue que de cette époque. Avant, on parlait avec respect de la France, aujourd'hui on en rigole. Hein. Donc les racines chrétiennes de la France, ouais. Et d'ailleurs, c'est un devoir pour tout citoyen de respecter cette part d'histoire, que ce soit dans le cultuel ou la culture. Voilà. La France, elle a été chrétienne, elle a eu l'Empire, elle a eu les monarchies, elle a eu la République. La République aussi, elle a eu ses travers, hein. Il y a eu des massacres. Tu vas en Vendée, ils vont te dire c'est quoi la République, hein. Ils ont eu des génocides, hein. Aussi les catholiques à un moment donné avec la République. Il y a ces parts d'obscures, j'allais dire des parts maudites de l'histoire de France, mais tu la prends dans sa totalité. Voilà. Aujourd'hui, il y a des racines chrétiennes, il faut les respecter. Voilà. Et si tu n'es pas capable de respecter, alors accepte que les autres te critiquent. Ah, il y en a qui nous reprochent d'être musulmans avec des croyances, des cultures différentes. Ben, on est énervé, parfois on s'indigne, on dit comment on a le droit d'être des citoyens avec nos différences. Mais accepte alors que des gens te disent nous aussi on a des pratiques, on a des coutumes, on a des us qui sont d'une tradition chrétienne, respecte-les. Voilà. Et ce message de respect, on le fait passer aujourd'hui avec d'autres. Ah.
Et ceux qui nous annoncent en permanence sur Internet, là, les cyber-warriors, qu'on est anti-chrétien, on est anti-racine chrétienne, ouais, vous nous faites rigoler, quoi. Peut-être qu'on est même plus chrétien que vous. Parce que ceux qui nous critiquent comme ça, en général, ils vont jamais à la messe. C'est ça qui est rigolo. Et souvent, ils ont des pratiques, des mœurs qui sont contraires. Ils seraient excommuniés, hein, divorcés, avec 10 maîtresses. Donc, bon. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que toutes leurs manifestations saucisson pinard se passent le vendredi. Or, c'est le jour du poisson. Tu sais, nous, à l'école, on a grandi, tous les vendredis, c'est le poisson, tu vois. Et le vendredi, ils mangent de la viande. Bon, c'est des chrétiens qui me semblent un peu progressistes, voire modernistes, qui délaissent un peu les traditions. Voilà, c'était le petit point sur mon parcours, parce que ça a interpellé beaucoup de gens. Comment de la gauche tu es passé à je veux dire, la droite nationale, voilà. J'ai aussi pris note des polémiques qui gonflent à la suite des propos d'Eva Joly, ouais. Moi j'ai envie de répondre à Eva Joly, je le ferai pas peut-être façon Fillon, qui a été plus direct, mais j'ai envie de dire à Eva Joly, moi j'ai 40 ans, mon père il m'a toujours ramené à tous les défilés du 14 juillet. Mon fils, il a 5 ans, il vient de faire encore le dernier 14 juillet. Chaque année, il ira au 14 juillet. Et on est très satisfait de voir les forces françaises, parce qu'elles parlent un défilé citoyen. Bon, il y a la sécurité civile, il y a les pompiers, il y a les marins-pompiers, il y a le SAMU social, ouais, il y a des citoyens qui défilent. Et je crois que le but du 14 juillet, c'est pas de faire un défilé citoyen. Bon, pour ça, il y a la Gay Pride, il y a d'autres défilés, il y a le défilé, elle peut même créer, elle, si demain elle est présidente en France, de créer un défilé bis, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je crois que le 14 juillet, c'est une tradition, il faut la respecter, elle est sympathique parce que depuis qu'on a enlevé le service national, le 14 juillet est le seul moment où les citoyens ont une relation directe avec les forces armées. Tu vois, au-delà de la journée nationale, mais c'est le seul moment où des citoyens ils accèdent à l'armée, à ceux qui nous défendent, parce que souvent on parle beaucoup des militaires en OP, en extérieur et tout, mais on ne sait pas vraiment qui sont ces gens. Et le défilé, ben, ça permet de garder un lien. C'est un lien ombilical avec les citoyens. Je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Et franchement, Eva Joly, alors qu'elle a été très forte et puis qu'elle s'est toujours battue contre des dossiers, les dossiers F, Total, je crois qu'elle devrait être consciente qu'il y a d'autres priorités qu'elle a emmerdé le 14 juillet. Vu les dossiers qu'elle a gérés, les magouilles des millions d'euros qui ont été détournés, à un moment donné, il faut faire un ordre de priorité. Ah, elle a été confrontée à des réalités de la finance mondiale, de la finance française, pervertie, corruptrice. Et je ne vois pas pourquoi, j'allais dire, elle n'a même pas fait de programme, puisqu'elle est accédée au deuxième tour. Elle est la candidate qui a remporté les primaires Europe Écologie Les Verts. Je ne comprends pas que les premiers points qu'elle aborde dans son programme présidentiel, c'est de réformer le 14 juillet. Franchement, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres priorités, quoi. On s'en fout complètement. Depuis le 1er juillet, donc nous, les statuts sont déposés en préfecture ici à Marseille, avec Stéphane Durbeck, suite à une initiative qu'on avait prise il y a quelques mois, d'une rencontre avec une visite qui s'est soldée par une visite à la mosquée et auprès des commerçants de la communauté musulmane. Si tu veux, on a trouvé que l'action avait suscité beaucoup d'intérêt nationalement, donc on a eu beaucoup d'adhésions, surtout sur Internet, le nombre de visionnages, y compris par ER qui a beaucoup fait la promotion de cette initiative. Aujourd'hui, nous, on est très satisfaits de voir que il y a une attente, tu vois, il y avait un besoin. Soral, lui, ça fait longtemps qu'il parle de sujets. Bon, on nous a interpellés souvent, nous disant mais oui, mais on a déjà ER, vous avez l'Alliance République Éthique, c'est un doublant. Et nous, on a expliqué simplement les choses. C'est que d'abord ER, ils sont dans une dimension mondialiste.
Il y a des sujets ER, nous, on peut pas traiter, tu vois. Nous, on est resté dans une dimension nationale. Alors, nous, on s'occupe avec Alliance République Éthique des problèmes des Français en France. Et quand je dis ça, c'est pas une critique, hein. C'est dire que vous êtes plus dans un registre mondialiste. Vous pouvez parler de Chavez, de l'Iran, d'Israël, des États-Unis, des sociétés secrètes. Voilà, vous avez un panel de sujets que nous on peut pas aborder. D'abord parce qu'on n'a pas peut-être forcément le temps ni les moyens intellectuels, parce que ça demande un gros travail. Sora, lui, il se consacre tous les jours à ça. Donc nous, tu vois, on a nos vies de famille, on a nos vies professionnelles, on n'a pas forcément le temps. Lui, il est engagé, Soral par exemple, c'est son boulot, c'est son truc, tu vois, c'est son engagement de tous les jours. Donc voilà, ce qui différencie, c'est pas concurrent, c'est complémentaire, mais nous on reste avec une dimension nationale. ER est plus dans une dimension nationale et internationale. Voilà, nous c'est vraiment un côté international qu'on veut pas traiter. Et donc, à la suite de ça, donc on a déclaré en préfecture les statuts de l'Alliance République Éthique. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a déjà créé 8 sections en France. Donc, il y a 8 sections qui ont vu le jour. Et comme tu me disais, donc si Jean-Marie Le Pen a soutenu et continue à soutenir ce genre d'action, tu vois, d'initiative, par contre, c'est le statu quo du côté de la fille. Marine Le Pen ne s'est pas encore prononcé sur ce qui s'est passé, même si on a eu des propos de Louis Alliot, le numéro 2, vice-président du Front National, qui dit c'est pas une démarche soutenue par le Front ni personne par le Front. On a quand même des propos des uns et des autres ici localement qui nous disent nous on est contre et tout. Bon, si tu veux, aujourd'hui on est arrivé à une situation où comme on a décollé, franchement on n'a plus le temps d'attendre. Tu vois, que certains se réveillent. Parce que j'ai un peu envie de dire, parce que la première observation qu'on peut faire de cette situation, c'est que Marine Le Pen, et là c'est paradoxal, c'est que elle revendique une ambition présidentielle, mais elle se refuse de se donner les moyens. Tu vois, parce que moi, je l'ai écrit dernièrement dans une lettre. Autant elle a une envergure de chef de file d'un parti qui est complètement acquis. Tu vois, pour moi, le Front National de Marine Le Pen, c'est la tête de liste, c'est la tête d'affiche. Ça, c'est acquis. Tu vois, c'est la patronne. Mais de l'autre côté, quand tu entends qu'elle veut pas vexer les identitaires, les gens qui sont racialistes au Front National parce qu'il y a un certain électorat, ben, je dis, il faut pas déconner. À un moment donné où tu veux être la présidente de tous les Français, ou tu veux être la présidente d'une partie des Français. Tu vois, ces états d'âme, apparemment, les autres candidats, ils l'ont pas. Et elle l'aurait. Et ce qui est regrettable, c'est qu'elle est en train de créer un trouble dans... Elle trouble le jeu un peu, tu vois, parce que il y a un moment, elle nous dit, moi je suis favorable à la binationalité, aux cultures d'origine, à la condition, c'est que les gens ils revendiquent leur appartenance à la France. Et puis depuis peu, dans une émission pour élection 2012, elle revient sur ça. Alors tu sais, quand tu as deux sons différents à quelques semaines d'intervalle, tu te poses des questions. Puis après, sa posture qui nous a un peu gênés, c'est lors j'allais dire, du fameux débat sur France 2 face à Geoffrin et Cécile Duflot et Forest, où elle était un peu perdue, quoi. Sur 2h40 d'émission, elle a été excellente sur 2h20. Et les 20 dernières minutes, ça a été chaotique. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen... Et ça, je reprends aussi les propos d'Emmanuel Todd, puisqu'elle s'est référée beaucoup à Emmanuel Todd, c'est qu'elle se fait toujours plomber sur la question musulmane. À chaque fois, le piège à con pour elle, c'est la question musulmane. Et si tu veux, le problème à un moment donné, c'est qu'à force de ne pas vouloir s'exprimer sur ce sujet, elle est en train de maintenir l'idée que c'est une islamophobe, qu'elle est anti-musulmane, que la France de Marine Le Pen de demain, il n'y a pas de place pour les musulmans. Et à un moment donné, si tu veux, Durbeck comme moi-même, ça nous pose des problèmes. Parce que nous, on est dans une logique d'intégration.
D'exclusion, c'est pas notre truc. Pour nous, dès lors où tu es un patriote, que tu aimes la France, que tu es prêt à défendre ses idéaux, que tu es prêt à défendre ses fondamentaux, à promouvoir le patriotisme chez les jeunes dans les quartiers, dans les familles, pour nous, on considère qu'on ne doit plus se poser la question est-ce que tu es chinois, est-ce que tu es arabe, est-ce que tu es noir, dès lors où tu as accepté les règles du jeu. Et le problème avec Marine Le Pen, c'est que même quand tu es patriote, elle ne souhaite pas s'exprimer parce que moi je considère qu'on n'est pas une primaire socialiste ou Europe Écologie où effectivement tu as des calculs politiciens. Alors je ne dois pas vexer l'autre, combien je vais en perdre si je prends telle décision, combien je vais en gagner si je prends autre décision. Elle est présidentiable. Elle se présente à la République française, à la présidence de la République française. Il y a un moment, il faut qu'elle ait le courage politique. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que lui, à Lyon, lorsqu'il y a eu le défilé du 1er mai, il s'est exprimé. Il a dit, moi, les racistes, ils dégagent du Front National, ils vont créer leur parti ailleurs. Pas de bombers, pas de skin, pas de crâne rasé. Voilà, défilé du 1er mai, c'est les militants du Front, pas les fachos. Donc il dit ça dans la presse. Donc il jette déjà le pavé dans la mare. Puis ensuite, tu as Marine qui dit, moi, les catholiques traditionnalistes, les extrémistes, les radicaux, ils dégagent du Front National, j'en ai pas besoin. Une fois qu'elle a dit ça, où est le problème aujourd'hui de dire, moi je veux intégrer les musulmans patriotes? Je ne comprends pas qu'elle ait pu dire à un moment, moi les extrémistes, j'en veux pas, et qu'aujourd'hui, elle hésite à intégrer toutes les composantes de la communauté nationale qui se sentent français, qui se sentent patriotes, au prétexte qu'elle ne veut pas vexer un petit groupe qui s'appelle les identitaires. Mais c'est paradoxal. Une fois que tu as fait déjà la rupture, va jusqu'au bout de cette logique, de cette rupture. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle ne soutient pas notre initiative. Alors, lorsque Cécile Duflot-Forest lui ont sorti le piège à con de la question musulmane, vous avez tous constaté, elle n'a même pas d'ailleurs pris le papier, elle a refusé de prendre le papier, on a cru que, je sais pas, elle était terrorisée de prendre le papier, et surtout, elle aurait pu dire, mais vous savez madame, moi, je ne suis pas d'accord. Vous nous dites qu'on est islamophobe, mais sachez qu'à Marseille, la communauté musulmane et un élu du Front se sont rencontrés. Il y a des dialogues, il y a du respect, il y a de la tolérance mutuelle. Je veux dire, elle disqualifie Duflot, elle l'a pas dit. Tout comme elle aurait pu dire, vous savez, madame, ce qui est marqué, c'est dans le programme 2007, sous ma présidence, de tels propos, sachez que ça serait l'exclusion, la sanction immédiate pour toute personne qui porterait ce genre de propos à l'encontre des musulmans ou des noirs ou des juifs. Elle l'a pas dit. Elle aurait même pu se défendre en disant, mais vous savez, nous on a mis une clause au Front National dans le règlement intérieur, maintenant celui qui fait des propos antisémites, islamophobes, homophobes, ou qui fait l'apologie du nazisme, il exclut. Elle l'a pas fait. Donc à un moment donné, elle laisse une situation qui est ambiguë, qui est paradoxale. Ça veut dire, tu veux bien les musulmans, mais officiellement je ne veux pas vous apporter mon soutien. Mais ça ne se passe pas comme ça, madame. Vous êtes présidente d'un parti, certes, mais contrairement à d'autres présidents de partis, parce qu'il y en a beaucoup, vous allez être, demain, vous présenter au suffrage des Français. Et les Français, c'est qui? Là aussi, vous avez une conception du patriotisme qui nous interpelle. Et avec Stéphane Durbeck, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'est pas dans l'exclusion. Ce qu'on exclut de nos actions, c'est le CRIF, le CRCM, le CFCM, le CRAN, les associations communautaristes, voilà tout ce qui nuit à la République. Mais aucunement des gens ils ont une culture asiatique. Il y a des gens qui sont chinois, qui se sentent français, ils ont la nationalité française, ils se sentent plus français maintenant que chinois. Tu as des Arabes d'ailleurs pareil, des musulmans. Je veux dire, où est le problème? Apparemment, il y en a un pour Marine Le Pen. Elle n'a pas su s'exprimer, et sur notre initiative, qui est une très bonne initiative parce qu'elle est consensuelle, elle amène vraiment la paix sociale. Voilà, on n'est pas dans le black blanc beurre, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, moi culture chrétienne ou culture musulmane, choc des civils. Nous on n'est pas adeptes de tout ça. On dit on vit dans un beau pays, il faut l'embellir. Voilà, il faut l'enjoliver. On l'a tellement laidi depuis des années avec les pratiques, les corruptions, les magouilles, que ce pays il a besoin de beau. Voilà. Et le beau, il se construit jamais sur la discrimination, sur le rejet de l'autre. Voilà. Il se crée grâce à l'apport qu'on peut apporter. Moi, je suis musulman. Qu'est-ce que je peux apporter à la France? Demain, elle est attaquée, je la défends.
Elle a besoin d'être reconstruite, je suis présent. Elle a besoin d'avoir des enfants instruits, je pousse mon fils à faire des études pour que demain, il puisse travailler dans une société qui va être performant. Voilà, mon fils demain il va faire technologie de pointe, il va travailler dans l'aéronautique, peut-être qu'il va inventer un appareil qui va permettre à l'industrie française de connaître un essor dans le monde entier. Donc on peut avoir un apport. Mais pour Marine Le Pen, en 2011, elle ne reconnaît pas cet apport. Voilà. Et c'est ce qui nous différencie de Marine Le Pen, du Front National et d'Alliance République Éthique. Voilà, l'art, pour nous, on l'a dit dès le début, c'est l'art de bien vivre ensemble. Voilà, l'Alliance République Éthique, c'est simple, c'est des gens qui vont discuter, qui vont proposer, et d'ailleurs, on avait annoncé qu'en mettant en place une charte, on va la proposer à tous les candidats, y compris à Eva Joly, et on lui dira aussi le 14 juillet, il ne faut pas toucher. Et à un moment donné, eh ben, chacun il assumera ses responsabilités. Voilà. Ce moment-là, au présidentiel, si Marine Le Pen dit, bah, vous savez, vous êtes bien gentil, mais votre histoire d'intégrer tous les patriotes, y compris les patriotes musulmans, c'est pas ma tasse de thé, bah, moi je suis pas d'accord. Bah, on comprendra que c'est pas une vraie patriote, tout simplement. Qu'elle est aussi pour la division, elle est aussi pour le système, qui veut que le système, il ait mis des gens dans telle case. Musulmans, il faut qu'elle reste avec le PS. Les mecs qui ne sont pas musulmans, il faut qu'ils restent avec l'UMP. Et comme ils disent, les résidus de la citoyenneté française, on les met au Front National. Ben moi, je trouve que ça serait faire le jeu du système de rejeter tous ceux qui aiment la France. Voilà. Et comme je l'ai dit récemment sur un site qui est le Bréviaire des Patriotes, vouloir la paix, c'est aimer la France. Voilà.